Oui. Parce que j'ai ce micro-là. L'enregistrement tourne. Voilà, je suis prêt. Merci beaucoup de prendre le temps de faire ça avec moi. Avec grand plaisir, André. Je suis ravie de te connaître, en fait. Bah, Euh, et merci beaucoup d'être présent, en fait, à partager avec l'audience de notre conférence alternative dans l'éducation tes expériences et tes opinions. Je commence avec une question un peu générale. Comment voyez-vous l'éducation pour un enfant qui grandit conscient, équilibré, disons, développé, assumé et pourtant libre dans le monde d'aujourd'hui? je n'ai pas de projet éducatif et je ne défends aucune méthode. Et pour moi, c'est une notion très importante, celle-ci. C'est-à-dire que je ne crois pas en des réponses universelles, je ne crois pas en des solutions uniques, générales, qui seront adaptées à toutes les familles, tous les enfants, tous les parents, tous les environnements. Je ne crois pas à ça. Donc déjà, ça limite le périmètre de, de mon imagination de ce que devrait être l'éducation. Et puis si j'avais une opinion personnelle sur le sujet, ça ne nous intéresserait pas vraiment, parce que ça resterait une opinion personnelle basée sur mes idées, mes concepts, mes expériences, mes traumatismes. Et pour moi, ce que je viens de lister rend impossible une opinion objective sur ce que devrait être l'éducation pour un enfant conscient. Et j'ai tendance à parler de moins en moins d'éducation et de plus en plus d'attitude. Une attitude envers l'enfant, une attitude envers l'enfance en général. Et c'est pour ça que je travaille, que mon rôle désormais, c'est d'être un ambassadeur de l'enfance. C'est-à-dire de donner une voix à l'enfance dans toutes ces conversations qui sont menées autour de l'enfance. On discute des mesures à prendre, on discute des méthodes à développer, des points à améliorer, etc. Mais le seul qu'on n'entend jamais, c'est justement celui qui est concerné, l'enfant. Et donc, moi, mon travail, c'est de parler de l'enfance, donc de parler de l'humain, de parler d'une nouvelle attitude envers l'enfance, et j'estime que cette attitude envers l'enfance vient bien avant toutes les méthodes, quelles qu'elles soient. Vous le savez peut-être, je suis issu du unschooling, c'est-à-dire c'est même pas le homeschooling. Je n'ai pas du tout vécu d'enseignement, d'apprentissage formel. Mais vous pouvez prendre ça, et puis vous pouvez prendre l'extrême inverse, qui serait l'école la plus classique, et puis vous pouvez prendre tout ce qu'il y a entre les deux extrêmes de ce spectre, et vous trouverez des méthodes avec un accent italien, d'autres avec un accent allemand, d'autres avec un accent démocratique, d'autres avec un accent forestier, etc., etc. Mais tout ça, y compris ce que j'ai vécu, ça reste de l'ordre de la méthode. Or, pour moi, l'attitude vient bien avant. L'attitude de confiance envers l'enfant, c'est ça qui change tout. Je connais des enfants qui ne vont pas à l'école, mais leurs parents sont tellement dans l'ancienne attitude, dont je suis sûr que nous allons parler aujourd'hui, ils sont encore tellement dans l'ancienne attitude que ces enfants, bien qu'ils aillent à l'école, bien qu'ils n'aillent pas à l'école, ces enfants ont une enfance très similaire à celle d'enfants qui vont à l'école classique. Tandis que je connais des enfants qui vont à l'école, mais dont les parents sont tellement dans la nouvelle attitude que ces enfants, bien qu'ils aillent à l'école, vivent quelque chose de très similaire à ce que j'ai pu vivre moi ou à ce que peuvent vivre mes enfants qui ne vont pas à l'école non plus. Donc vous voyez, c'est vraiment pour moi l'attitude qui est à la base, qui est la clé de tout. Seulement l'attitude, on ne peut pas l'inventer comme ça. Et déjà, j'ai envie de nous débarrasser de toutes les notions de devoir. Il faut, il faudrait, ce serait mieux si. J'aimerais nous libérer de tout ça parce qu'on ne doit rien. Il y a plein de possibles, mais on ne doit rien. On peut se libérer de ça
Mais du coup, quand je parle d'une nouvelle attitude, d'une attitude de confiance, on ne peut pas l'inventer comme ça et puis hop, je suis en attitude de confiance. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, forcément, pour passer d'une attitude qui dure depuis plusieurs siècles, qui est une attitude de non-confiance en nous, en l'enfant, donc en nous, et on pourra l'analyser si vous le souhaitez, mais pour passer d'une attitude de non-confiance aussi ancienne, aussi inscrite dans les habitudes de notre ordre du monde, pour passer de cette ancienne attitude à une nouvelle attitude de confiance, il faut des informations qui nous motivent, qui nous donnent envie d'avoir confiance. Des informations qui nous disent ce qu'il en est de nos dispositions spontanées, qui nous parlent de la pertinence de nos processus et qui nous parlent de la puissance du super pouvoir qu'est l'enthousiasme. Mon travail, c'est de parler de toutes les raisons qui pourraient nous donner confiance et nous inviter à une nouvelle attitude. C'est le courage en fait de faire les changements en fait pour nos enfants et pour pouvoir regarder différemment avec confiance le développement des enfants, de la société finalement. Alors, avoir le courage de faire les changements, on est très proche du devoir. Avoir le courage, ça signifie que ce n'est pas naturel, que ça ne coule pas de source. Je pense que la vraie justesse, c'est quand on a traversé le miroir, qu'on est dans une attitude de confiance et qu'on n'a plus besoin de courage parce que ça va de soi. Avoir le courage, c'est un vieux souvenir de ce système. C'est un peu dans le processus. Hein? C'est un peu dans le processus de changement vers l'attitude. Voilà, parce que la nécessité d'avoir du courage, c'est un vieux souvenir du patriarcat qui marche encore. On juge de la virilité d'un personnage d'après son courage, n'est-ce pas? Et je crois qu'en matière d'enfance, on peut voir le courage de nos enfants, mais c'est plutôt une capacité à grandir au-delà d'eux-mêmes, plutôt que le courage qui nécessite de vaincre sa peur. Et moi, j'ai envie de dire, tant qu'on a besoin de vaincre sa peur, c'est qu'on n'est pas encore dans la confiance. Donc travaillons à la confiance, mais n'essayons pas de passer par-dessus nos propres limites, ça va nous faire mal. Merci pour l'observation. Est-ce que vous souhaitez partager qui a pris la décision pour vous afin de ne pas aller à l'école? Si je ne suis pas allé à l'école, si ma sœur n'est pas allée à l'école, c'est parce que nos parents ont pris cette décision et nous aurions à tout instant pu, nous, faire un choix différent. Ce n'était pas un dogme, on n'a pas remplacé un dogme par un dogme, de la même manière que Pauline, mon épouse, et moi-même avons décidé de ne pas envoyer nos enfants à l'école, sauf, bien sûr, s'ils le désirent, puisqu'on n'est pas justement en train de réaliser, on n'est pas en train de concrétiser un projet d'adulte. Alors, si mes parents ont pris cette décision, ce n'est pas parce qu'ils avaient souffert à l'école. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu des difficultés à l'école dont ils ont voulu protéger leurs enfants. Ils étaient l'un et l'autre, mes parents, des élèves modèles, très bien vus à l'école, ils n'ont pas souffert. Ce n'était donc pas contre l'école qu'ils ont pris une décision. Et je crois que c'est important en l'occurrence. Ce n'est pas contre l'école, c'est pour quelque chose. Et à l'époque, mes parents n'avaient aucune de toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui, toutes ces informations scientifiques que j'ai personnellement collectionnées parce qu'elles sont extraordinaires, et vous pouvez aisément les voir, elles sont toutes là. Mes parents n'avaient aucune de ces informations-là, aucune. Mais ils avaient une conviction profonde.
Et leur conviction profonde, c'était la suivante. Enfin, ils en avaient plusieurs, mais je vais vous en citer deux qui vont vous faire comprendre comment et pourquoi ils ont pris cette décision. Par exemple, pour eux, il était absolument inenvisageable, impossible, de réveiller un enfant qui dort. Leur idée, c'est qu'un enfant qui dort, ce n'est pas un enfant paresseux, c'est un enfant qui a besoin de dormir. Par ailleurs, exactement de la même manière, pour eux, il a toujours été absolument impossible d'envisager interrompre un enfant qui joue. Pour eux, un enfant qui joue, c'est sacré. Un enfant qui joue se livre à la plus pertinente des activités humaines. Entre-temps, on sait pourquoi, à l'époque, ils ne le savaient pas, mais tout simplement, ils ne se sentaient pas légitimés pour interrompre le jeu d'un enfant. Donc, ne pas réveiller un enfant qui dort, ne pas interrompre un enfant qui joue, cela emmène forcément vers des décisions pour rendre ça possible. Et l'une de ces décisions, c'était de ne pas envoyer les enfants à l'école parce que sinon, il aurait fallu les réveiller, il aurait fallu interrompre leur jeu, etc. Donc, ce n'était pas contre l'école, c'était pour les rythmes, les rituels, les processus, les enthousiasmes de leurs enfants. D'accord. Le mot sacré, ça m'a attiré l'attention, en fait, effectivement. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et comment vous avez organisé votre temps? Donc, est-ce que vous avez eu des exemples ayant cette liberté de choix depuis très jeune? Alors, je ne peux pas vous dire comment était organisé le temps parce que forcément... Alors, d'abord, premièrement, je comprends que chacune et chacun se pose la question en essayant de comparer ce que l'on ne connaît pas avec ce que l'on connaît. Parce que les enfants ont des emplois du temps avec des horaires comme les adultes, et donc on essaye de comprendre si on va trouver un parallèle dans d'autres circonstances, dans d'autres environnements. Est-ce qu'on va retrouver une organisation similaire ou différente, mais on s'accroche en toute logique à ce que l'on connaît. Et donc, et c'est normal, hein, et donc, vous savez, est en train de sortir en roumain mon tout premier livre. J'ai d'abord raconté mon histoire, et puis plus tard, j'ai réfléchi à toutes sortes de thématiques et j'ai écrit des livres sur le jeu, sur l'enthousiasme, sur les rythmes et rituels, sur la confiance, etc. Mais j'ai tout d'abord écrit ce livre, cette autobiographie. Si j'ai écrit tous ces livres, c'est simplement parce qu'on m'a posé des questions. Si on ne m'avait pas posé de questions, je n'aurais jamais réfléchi à toutes ces thématiques. Je suis extrêmement reconnaissant, je suis plein de gratitude pour le fait que l'on m'ait posé toutes ces questions. Parce que j'aurais lu aucun des livres que je vous ai montrés tout à l'heure, hein, si on ne m'avait pas posé toutes ces questions. Donc j'ai dû moi-même réfléchir. J'ai dû moi-même réfléchir à pourquoi me pose-t-on les questions, pourquoi me pose-t-on toujours plus ou moins les mêmes questions. Parce qu'on peut résumer, hein, quand les gens entendaient parler de ma biographie, et maintenant j'ai vraiment élargi la thématique pour me libérer du côté autobiographique et entrer dans un propos beaucoup plus général. Mais quand les gens la première question qu'on me posait, c'était toujours une question concernant la socialisation, concernant comment as-tu appris à lire, à écrire, à compter, et comment étaient organisées tes journées. C'est normal que ces questions soient posées. Et donc, j'ai dû me demander, réfléchir à pourquoi me demande-t-on comment mes journées sont organisées. Entre-temps, j'ai compris. Malheureusement, la réponse est difficile à comprendre parce que la journée d'un enfant libre est très différente d'une autre selon ses enthousiasmes. Dans la partie de ma vie où je me suis enthousiasmé pour les appareils photo, par exemple, mes journées commençaient par cet enthousiasme. Je me consacrais toute la matinée dès le lever à cet enthousiasme. Je vois, par exemple, mon enfant aîné, Antonin, en ce moment, a une passion totale pour la linguistique. Donc, quand il se lève le matin, il a réfléchi toute la nuit à toutes sortes de choses. Et il en parle, et il s'y consacre. Et donc, les journées
d'Antonin aujourd'hui sont très différentes des journées d'Antonin il y a encore 3 mois, où la même passion l'animait, le même enthousiasme l'avait saisi, et son intérêt, c'était la programmation informatique. Donc, les journées d'un enfant libre sont cependant faites de rythmes et de rituels. Mais les rythmes et les rituels, il y a ceux d'une planète, il y a ceux d'un pays, il y a ceux d'une ville, il y a ceux d'une communauté, il y a ceux d'une famille et il y a ceux d'un individu. Et tout ça se combine. Donc, tous les enfants ont des rythmes et rituels. Tous. Un de mes derniers livres s'appelle « Les rythmes et les rituels de l'enfance ». Je l'ai écrit pendant la période de confinement, pendant la pandémie, parce que les parents m'écrivaient « Mais vous avez raison, on ne l'avait jamais constaté, on a toujours craint qu'un enfant libre génère le chaos, on a pensé qu'un enfant libre allait faire n'importe quoi, n'importe quand, mais pas du tout. Après les quelques jours qu'il faut pour retrouver des repères dans un monde qui a tellement changé, les enfants se livrent à des rythmes et des rituels qui sont, pour eux, la structure dans laquelle s'enracine leur liberté. Parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans structure. Le laisser-faire, l'enfant roi, le n'importe quoi, c'est une manipulation de l'enfant qui, encore une fois, vient de l'adulte. Donc les journées ont une couleur, une odeur, un accent différent selon les périodes d'intérêt de l'enfant. Cependant, il y a des rythmes et rituels. Il y a les choses qui se font tous les jours. Moi, très tôt dans ma vie, j'ai développé une séquence que j'applique tous les matins. Je me lève tôt et j'ai une séquence que j'avais déjà commencé à développer quand j'étais enfant. Donc, je ne me suis jamais assis à une table pour prendre une leçon numéro 1 et le lendemain une leçon numéro 2, etc. Jamais. Jamais d'apprentissage formel. Je n'ai ni appris à lire, ni appris à compter, ni appris à écrire. La seule chose que je peux vous dire si vous vous demandez comment c'est venu, c'est je ne sais pas. C'est venu tout seul. Exactement comme vous avez appris votre langue maternelle. Vous ne savez pas non plus. Vous savez que ça a été personnel, individuel, que ça a été à cause des autres qui vous entouraient, mais vous ne savez pas comment. Et bien de la même manière, oui, j'ai appris à écrire, oui, j'ai appris à lire, oui, j'ai appris à compter, mais jamais, jamais à cause d'un enseignement qui aurait eu lieu à une heure fixe, selon un programme, comme on imagine, comme on aimerait imaginer la journée d'un enfant qui ne va pas à l'école, c'est-à-dire il ne va pas à l'école, mais il vit la même chose qu'à l'école. Donc, il faut réussir à imaginer qu'un enfant auquel on fait confiance ne va pas se perdre dans le chaos, mais va générer des rythmes et des rituels, va en créer en interaction avec le reste de sa communauté, et puis va se consacrer de tout son être aux choses qui l'intéressent, qui sont connectées les unes avec les autres et qui l'entraînent toujours plus loin, et qui font que, d'information en information, à un moment donné, ils sauront lire, écrire, compter et tellement d'autres choses. C'est une question de confiance que l'on fait ou non à l'enfant. Et je crois que rien qu'après cette conversation, parce qu'on a évoqué cette possibilité, eh bien rien qu'à cause de ça, vous êtes déjà un peu plus dans la confiance. Et pour moi, ça me rend plein de gratitude. En fait, c'est très vrai. J'ai moi-même mon propre chemin par rapport à ce que vous me dites, parce que je suis en train d'essayer de prendre des bonnes décisions pour mon fils. Donc, en fait, je suis vraiment très, très intéressée, bien sûr, pour notre conférence, mais je suis intéressée comme humain, d'un point de vue, si vous voulez, spirituel, et aussi comme maman. Donc, je sens la résonance avec ce que vous me dites. Oui, donc c'est vraiment très, très bienvenu pour moi aussi. Et bon, je suis sûre aussi pour tous ceux qui vont vous écouter également. Et c'est intéressant que vous avez dit que c'est l'enfant qui génère, en fait, ces rythmes, ces rituels. Alors, ça me fait me poser la question,
étaient les adultes qui étaient autour de vous? Parce que les enfants, surtout, enfin, c'est ça ce qu'on connaît en principe, que surtout quand ils sont petits, quand même, il apprend, on dit par imitation. Bon, l'idée c'est qu'ils sont influencés bien sûr par leur environnement, par les proches. Donc, quel adulte était autour de vous en fait? Et quel rôle ont-ils joué, que ce soit d'une manière consciente ou pas tellement consciente? Je vais vous raconter une histoire qui va avoir l'air un peu longue, mais dont j'espère qu'elle va répondre à la question. Je vais vous parler de mon papa. Mon papa, il a 99 ans aujourd'hui, Arno Stern. C'est l'inventeur du Clos-lieu, Malort en allemand, un endroit unique où sont possibles pour les enfants des choses qui ne sont pas possibles ailleurs. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais bon. Il n'a pas commencé sa vie comme ça. Il a 99 ans, il est toujours au travail, mais il est né en 1924 en Allemagne, dans une famille juive. C'était une assez mauvaise idée. Ça a été le début des persécutions et puis la guerre. Toute son enfance s'est passée pendant la guerre. Et donc je vais vous raconter brièvement une histoire que vous connaissez parce que malheureusement, elle est toujours à nouveau d'actualité, aujourd'hui encore. Il a eu une enfance pendant la guerre. Et quand nous voyons des enfants dans un environnement de guerre, notre cœur se brise, et pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? Et donc, quand on imagine l'enfance de mon papa, on en a le cœur brisé parce qu'on sait qu'il a passé toute son enfance à fuir. Il a fui les persécutions nazies. Ils ont couru pour fuir les chars allemands. Ils voyaient les canons, ils ont jeté leurs dernières valises dans un couloir et ils ont couru. Ils se sont cachés dans la paille. Quand le chien aboyait, on se cachait dans la paille. Ils ont vécu les bombardements, les bombes, les avions. Tout ce que nous considérons, à juste titre, comme les pires circonstances, les pires conditions et les pires environnements pour un enfant, pour une enfance. Et c'est vrai. Simplement, nous avons dans notre ordre du monde une obsession pour les conditions et pour les environnements. Il y a des méthodes pédagogiques qui sont basées sur la recherche, sur la préparation d'environnements, des environnements préparés. Il y a tant de gens qui disent qu'ils n'ont pas les conditions, ou qu'ils attendent les conditions, ou qu'il faudrait préparer des conditions. Mon papa a grandi dans les pires conditions et dans les pires environnements. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, si on lui demande comment a été son enfance, sa réponse systématique est toujours la même. J'ai eu, dit-il, une enfance merveilleuse. Et là, on s'étonne, parce que, quoi? La guerre, les bombes, les persécutions nazies, la faim, la misère, le froid, et tu dis que tu as eu une enfance merveilleuse. Oui, dit-il, j'ai eu une enfance merveilleuse, parce que, c'est sûr, mes parents ne pouvaient me donner aucune sécurité matérielle, aucune. En revanche, ils m'ont donné une sécurité affective et émotionnelle complète. Nous étions, dit-il, nous étions dans l'attachement. Et l'attachement, c'est la clé ici. L'attachement, c'est une vieille histoire en nous. Nous cherchons toujours l'expérience que nous avons eue dans le ventre d'une maman. C'était d'un lien, d'un attachement qui était physiologique, qui nous rendait plus libres, qui nous rendait autonomes. Parce que par ce lien, nous vivions la croissance, et par la croissance, nous vivions l'autonomie grandissante. Donc nous avons fait cette expérience, et tout le reste de notre vie, nous cherchons des relations où le lien, l'attachement, nous libère. Et ce n'est pas habituel, parce que dans notre ordre du monde, très patriarcal, on a tendance à vouloir, on parle de couper le cordon, et en réalité, notre nostalgie à tous et toutes, elle est différente. C'est une nostalgie de l'attachement qui nous libère, qui nous rend autonomes. Mon papa avait un port d'attache. Il avait ce port d'attache, et aujourd'hui, il dit que son enfance était merveilleuse. Ça veut donc dire que si nous réussissons cet attachement, si nous réussissons ce port d'attache,
on peut se mettre en vacances pédagogiques parce qu'on a déjà tout donné de ce que l'enfant recherche pour aller dans le vaste monde. Si je vous raconte ça, c'est parce que mes parents se sont contentés de nous donner ce port d'attache. Ce port d'attache, comment le crée-t-on ? Pas avec des mots, pas avec des concepts, pas avec des théories. Comment le crée-t-on ? C'est tout simple. Et ça doit être simple, ça doit être facile. Si ce n'est pas facile, c'est suspect. Tous les enfants du monde, dont vous faites partie, toutes les personnes du monde portent en elles un enfant blessé. C'est l'enfant auquel on a dit un jour, tel que tu es, c'est pas bien. Et ça arrive très tôt dans notre vie et nous détestons ça. On n'aime pas qu'on nous dise que nous ne sommes pas bien, qu'il faudrait que nous soyons différents pour être aimables, pour être vraiment aimés. Ça commence très tôt parce que, vous savez, on dit à tous les jeunes parents, alors, l'enfant fait ses nuits, est-ce que l'enfant dort ? Et les enfants ne font pas leur nuit, ça n'existe pas. Il y a un enfant sur 1000 qui fait ses nuits. C'est-à-dire que les gens qui vous posent la question ont eux-mêmes eu des enfants qui n'ont pas fait leur nuit, mais on pose quand même la question. Le problème, c'est que du coup, les parents, on est très fragiles quand on a un premier enfant. Les parents auxquels on n'arrête pas de dire des choses comme ça, et en tant que mère, en tant que parent, vous n'arrêtez pas d'entendre ce genre de questions qui contient un conseil. On se dit, si tout le monde pose la question, et tout le monde pose la question, la famille, les amis, les inconnus, le chauffeur de bus, les inconnus au supermarché, tout le monde pose la question. On finit par se dire que c'est important, ça doit être important que l'enfant fasse ses nuits, or le mien ne fait pas ses nuits. Donc on va rencontrer son enfant et on va lui donner à comprendre dans le non-verbal, la langue que les enfants comprennent le mieux, on va lui donner à comprendre « je t'aimerais plus si tu dormais plus ». Ce qui veut dire « tel que tu es ». Tu n'es pas aussi bien que tu serais si tu changeais pour correspondre à mes attentes. Et ça, c'est une blessure qui n'arrêtera plus de toute notre enfance, de toute notre vie. Je t'aime, virgule, mais je t'aimerais plus si tu rangeais ta chambre. Je t'aime, virgule, mais je t'aimerais plus si tu faisais mieux tes devoirs. Je t'aime, virgule, mais je t'aimerais davantage si tu ramenais de meilleures notes à la maison. Je t'aime, virgule, mais je t'aimerais plus si tu m'aidais à faire le ménage dans la maison, etc. Et ça n'arrête plus. Et nous portons en nous cet enfant auquel on a dit un jour, tel que tu es, ce n'est pas bien, il faut que tu changes pour que je t'apprécie. C'est pour ça que nous croyons que « je t'aime » suffit pour exprimer l'amour inconditionnel, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel là où il n'y a pas de confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle, on ne peut la dire que d'une seule manière. Et c'est précisément ça que l'enfant blessé, en nous, en tout le monde, c'est précisément ce que l'enfant voulait entendre. C'est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». C'est la grande réconciliation, c'est le grand soulagement. Si tu arrives dans le non-verbal par ton attitude, et donc pas par des mots, et donc une attitude ne peut être qu'authentique, mais c'est déjà le cas. Parce qu'on a dit tout ce qu'on a dit, on a entendu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu. Si tu donnes à ressentir à ton enfant, je t'aime parce que tu es comme tu es, tu lui as donné ce port d'attache. Tu as tout fait. Tu n'as plus rien à faire. Tu peux faire plein de choses. C'est du bonus. Ce que l'enfant attendait, il l'a reçu. Et partant de ce port d'attache, l'enfant va se consacrer à sa disposition spontanée, qui est son plus grand désir, qui est d'aller dans le vaste monde, d'aller à la rencontre de tous les autres. Et le monde contient la diversité la plus complète que l'on puisse imaginer. Il y a tous les âges, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tous les métiers, toutes les compétences, tous les enthousiasmes, toutes les histoires, tout. Et l'enfant va dans le vaste monde et se connecte avec tous les êtres vivants qui, pour une raison ou pour une autre, entrent dans son réseau social. Et du coup, l'image qu'on a de les parents sont à la maison avec l'enfant n'existe plus parce que si les parents restent à la maison, ils vont être seuls à la maison parce que les enfants sont dans le vaste monde.
Et si j'ai raconté toute cette histoire, c'était pour expliquer que il ne faut pas avoir de projet de qui va rester, qui va être la personne de référence, etc. Mes personnes de référence primaires ont été mes parents qui ont donné ce feu vert général à ma personnalité le jour où ils m'ont donné à ressentir dès le début « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et à partir de ce moment-là, je suis allé dans le vaste monde, j'ai écrit ma propre histoire et j'ai fait mes propres rencontres avec des gens qui ont bouleversé ma vie, qui avaient tous les âges, qui avaient toutes les compétences, certaines qui n'étaient même pas en rapport avec les choses qui m'intéressaient, mais qui m'ont tellement enthousiasmé, qui m'ont tellement emmené avec eux, qu'ils ont modelé toute ma vie. Et là, si je devais vous les citer, il y a des centaines de personnes et ça continue. Parce que maintenant, mes enfants font entrer dans le réseau social de nouvelles personnes qu'ils ont eux-mêmes attirées ou vers lesquelles ils ont eux-mêmes été attirés. Et donc, c'était des centaines de personnes, et je ne peux pas vous dire maintenant avec précision, une fois de plus, je suis obligé d'apporter des réponses compliquées à une question simple, parce que nous posons la question à cause des environnements que nous connaissons, et je suis obligé de vous apporter une réponse d'un environnement que nous ne connaissons pas. Mais si je me permets à chaque fois de raconter tout ça, et si je vous remercie de me donner cette occasion de parler pour l'une des toutes premières fois, si ce n'est la toute première fois, en Roumanie, de ces thématiques-là, c'est parce qu'à chaque fois qu'on entend des histoires de ce type-là, on se rend compte qu'on a toutes les raisons d'être dans la confiance. Effectivement. J'avais pensé avec mes collègues à quelques questions, mais je me rends compte qu'il y a quelques-unes auxquelles vous avez déjà répondu en fait. Et, ce qui est en fait l'essentiel, je pense, c'est surtout que vous avez transmis en fait l'attitude. En tout cas, moi je l'aperçois et je suis sûre en fait ceux qui vont vous regarder également. Est-ce que vous étiez le seul dans la communauté qui avait le feu vert pour ce développement libre en se créant les rythmes et rituels personnels, ou est-ce qu'il y en avait d'autres aussi autour? Alors, il y en avait dans ma vie, parce qu'il y avait ma sœur, il y avait mes 2 cousines, et puis une majorité de personnes autour de moi qui n'étaient pas des enfants, donc des personnes qui, n'allant plus à l'école, étaient aussi dans la possibilité de créer leur rythme, leurs rituels, leurs environnements, etc. Cependant, dans l'immense majorité des audiences, comme nous en avons une aujourd'hui, je suis probablement, et c'est terrible, le seul qui a vécu ça. Et quand je dis que c'est terrible, c'est parce que je ne suis pas un enfant exceptionnel. Ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arriverait à n'importe quel enfant. Ce qui m'est arrivé, ce n'est pas un mérite personnel. Je ne suis pas admirable. J'éclaire un paysage que nous connaissons tous, que nous avons tous en nous. Je n'ai rien inventé. Je n'ai pas inventé une méthode géniale ou intéressante. Rien. Je raconte une chose que nous connaissons tous et toutes parce que nous l'avons en nous. Et donc, il m'est arrivé une chose pour laquelle je suis dans la gratitude. Et c'est quand même terrible que parmi la plupart des personnes qui m'entourent, je sois le seul qui puisse répondre à la question que vous avez posée maintenant. Mais il y en a d'autres, des questions auxquelles je suis hélas le seul à répondre. Par exemple, qu'arrive-t-il à un enfant que l'on n'interrompt pas dans ses jeux pendant 52 ans? C'est mon âge aujourd'hui, j'ai 52 ans. On ne m'a jamais interrompu dans mes jeux. Alors, nous avons des idées préconçues à ce sujet, qui ne sont pas de première main. Nous n'avons aucune expérience en tant que société de ce qui arrive à un enfant qu'on n'arrête pas pendant qu'il joue pendant 52 ans. Personne n'a d'expérience personnelle. Tout le monde a une opinion sur ce qui va se passer. C'est drôle, hein? Tout le monde a une opinion, c'est des idées préconçues, des préconceptions que l'on prend des autres sans avoir même réfléchi à la question. Mais là, c'est garanti, je suis le seul à pouvoir répondre à la question. Ici, sinon,
il y a mes enfants si vous voulez, mais même mes enfants, ils sont grands mais pas encore assez grands. Moi, ça fait 52 ans qu'on n'a pas interrompu mon jeu. Qu'est-ce qui sort de ça? Je suis le seul à répondre et c'est très dommage. C'est terrible que je sois le seul à pouvoir répondre à cette question. Mais ça me fait penser à une chose que j'ai encore envie de partager avec vous parce que je crois que c'est une invitation de plus à une attitude de confiance. Nous libérer des méthodes, nous libérer des attentes. Comment ça marche, apprendre? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. On le sait d'autant moins qu'on ne part jamais de l'enfant, mais toujours des idées que les adultes ont à ce sujet. Si on demandait aux enfants, si on donnait une voix aux enfants au moment de la conception des méthodes pédagogiques, ça changerait le monde. C'est mon travail de donner une voix aux enfants au milieu de tous ces projets d'adultes. Donc, comment ça marche apprendre? Nous allons d'abord devoir constater que nous faisons un amalgame entre deux notions qui n'ont rien à voir. Nous confondons, en tant que société, en tant qu'ordre du monde, nous confondons deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, apprendre par cœur, et d'un autre côté, apprendre. Ce n'est pas du tout la même chose. Apprendre par cœur, c'est mémoriser des informations. On peut le faire. Ça marche mal. Apprendre, on ne peut pas le faire. Ça nous arrive. Apprendre n'est pas une chose que l'on fait, apprendre est une chose qui nous arrive. Donc en réalité, apprendre en tant qu'acte n'existe pas. Je disais qu'apprendre par cœur, on peut le faire, on peut contraindre des gens à le faire, et je disais que ça marche assez mal. Pourquoi ça marche assez mal? Pourquoi tous les apprentissages formels fonctionnent-ils sur la durée si mal? Tout simplement parce que notre cerveau n'est pas fait pour mémoriser des informations. C'est fou qu'on ne nous l'ait pas dit jusqu'ici. Notre cerveau n'est pas fait pour mémoriser des informations, c'est pour ça qu'il ne le fait pas, ou qu'il ne le fait pas volontiers, ou qu'il ne le fait pas de manière durable. Alors la question à se poser, c'est pourquoi, pour quelle chose notre cerveau est-il optimisé? Donc je cite les travaux de nombreux neuroscientifiques, dont le professeur Dr. Gerald Hüther en Allemagne et Marek Kaczmarzyk en Pologne, pour citer mes sources. Notre cerveau n'est pas optimisé pour mémoriser des informations, notre cerveau est optimisé pour résoudre des problèmes. Nous avons ce cerveau que l'impitoyable évolution a développé pour nous permettre de résoudre des problèmes. Et notre cerveau est excellent dans ce domaine. Notre cerveau est excellent pour résoudre des problèmes. Et si, c'est là que ça devient intéressant, et si pendant que nous sommes à la recherche d'une information qui nous permettrait de résoudre un problème qui nous concerne actuellement, un problème qui nous tient à cœur, si en chemin nous rencontrons une information qui nous permet de nous approcher d'une solution, alors cette information est immédiatement comprise. Et une information qui est comprise est immédiatement mémorisée pour toujours. Et c'est ça la différence. Vous pouvez essayer de mémoriser des informations que vous n'avez pas comprises. C'est ça sur quoi repose tout l'enseignement tel que nous l'avons développé ces dernières décennies. Vous pouvez engranger des quantités d'informations que vous n'avez pas comprises, mais pas pour longtemps. En revanche, si vous rencontrez une information et qu'elle vous concerne, qu'elle vous permet de résoudre un problème, comme par magie, vous la comprenez tout de suite, vous la mémorisez tout de suite, sans répétition, sans devoir, vous la mémorisez tout de suite
et pour toujours. Pour le dire en des termes techniques, une information doit activer nos centres émotionnels pour être mémorisée, pour être comprise et mémorisée. Une information qui n'active pas nos centres émotionnels entre par une oreille et sort par l'autre. Ça vous rappelle quelque chose ? 80%, là, chacune et chacun présent, là. 80% des choses que vous avez dû apprendre, vous les avez oubliées. 80%. Et on a dû rendre cela acceptable dans notre... C'est incroyable. Et on a dû rendre cela acceptable dans notre ordre du monde. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez dire, j'ai appris tout ça à l'école, j'ai oublié, tout le monde va dire, pas de problème, moi aussi j'ai oublié. Donc on a dû s'habituer à ça. Et si vous analysez les 20% que vous n'avez pas oubliés, c'est toujours des informations qui vous ont touché, qui émotionnellement ont eu une importance pour vous. Parce que le sujet concernait une problématique qui vous intéressait, parce que la personne vous a touché, parce que le sujet était connexe à un sujet qui vous occupait. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles vos centres émotionnels étaient activés et ce sont ces 20% que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas oubliés. C'est pour ça que apprendre n'est pas une chose que nous faisons et si nous la faisons, elle ne marche pas. Apprendre est une chose qui nous arrive. Et si la question précédente m'a fait penser à cela, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que quand on sait comment apprendre fonctionne, on se détend beaucoup. Donc, on est encore une fois venu un pas plus avant sur les terres inconnues de la confiance. Mais c'est aussi pour la raison suivante. C'est que tout le monde aimerait pouvoir activer ses centres émotionnels de manière extrinsèque, depuis l'extérieur. Si on le pouvait, ce serait extraordinaire. On aurait trouvé la solution. On appuie sur un bouton, on prend une substance, on fait une pratique quelconque et hop, les centres émotionnels sont activés et on comprend et on mémorise toutes les informations qui passent. Ce serait génial. Trop dommage, non, ça serait trop dommage. Il s'avère que rien ne peut activer les centres émotionnels de l'extérieur. Rien, strictement rien. Sauf une activité. Il y a une activité qui active immédiatement nos centres émotionnels. Et cette activité, tenez-vous bien, cette activité, accrochez-vous, cette activité, c'est jouer. Jouer active nos centres émotionnels et nous transporte dans l'état dans lequel l'humain comprend et retient, mémorise toutes les informations qu'il rencontre. Et jouer est précisément l'activité préférée de nos enfants. Si je vous pose la question à toutes et à tous, quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille ? Et quelle est la seule chose que ferait un enfant si on ne le détournait pas et si on ne l'interrompait pas ? Tout le monde le sait, jouer. Nos enfants ont un penchant irrésistible pour le jeu. Nos enfants, si ça ne tenait qu'à eux, si c'était eux qui étaient libres de faire leur programme, et ça répond à votre question du début, s'ils étaient libres de constituer leur programme, ils joueraient du lever au coucher. C'est ce que j'ai fait pendant 52 ans, c'est ce que font mes enfants, c'est ce que font toutes sortes d'enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui est libre de développer ses rythmes et ses rituels, donc de développer et qui est libre de ses activités, va se consacrer et désire se consacrer sans effort, sans devoir. Il désire se consacrer, l'enfant, du matin au soir, à la seule activité humaine qui nous transporte dans un état dans lequel toutes les informations que nous rencontrons sont comprises et mémorisées. Jouer. Vous vous rendez compte quel appel à la confiance. Nos enfants ne veulent faire que ça, ce qui leur permet de comprendre et de mémoriser les informations du monde. Voilà une autre invitation à la confiance. S'il y a encore des parents qui essaient de faire le pas vers la confiance, je sais qu'on a parlé en fait de ça, c'est part de tout ce que vous transmettez, pas en mots, mais comme j'avais dit,
attitude. S'il y a des conseils à donner aux parents qui sont encore proches de prendre des décisions, de vraiment permettre à leurs enfants de rester libres, mais ils ne sont pas encore là, qu'est-ce que vous choisirez de leur dire? Je crois que ce que nous recherchons toutes et tous ici, que nous soyons des parents, des professionnels de l'éducation, etc., ce que nous essayons, ce que nous avons un désir commun qui est celui qu'un jour les enfants deviennent des adultes heureux. Nous voulons avoir, pour résumer ce que m'a dit un jour un ami, je voudrais avoir la garantie que je fais tout pour que mes enfants soient un jour de bonnes personnes. Et bien sûr qu'il n'y a pas de garantie. On ne peut pas avoir de garantie. On peut avoir une certitude. Et pour moi, il y a 2 clés à la nouvelle attitude dont je parle depuis tout à l'heure. L'une des premières clés qui change tout, c'est « je t'aime parce que tu es comme tu es », la confiance inconditionnelle, avec toutes les raisons. Il ne faut pas se forcer. On ne pourra pas, en ce temps commun, exposer toutes les raisons, mais c'est pour ça que j'écris des livres, que je fais des conférences, que je fais des masterclass. C'est pour donner toutes les informations. On ne peut pas, comme ça, je le répète, passer du côté... Quoique. Donc on peut avoir... Alors, je disais, 2 clés. Je t'aime parce que tu es comme tu es. La deuxième clé, la voici. On ne peut pas avoir de garantie, mais on peut avoir des certitudes. Et l'une des certitudes les plus fortes, les plus bouleversantes, les plus spectaculaires et les plus simples, c'est le constat que nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. La manière que nous avons de les voir définit leur personne. Parce que nous-mêmes, nous nous voyons encore comme nous avons été vus quand nous étions enfants. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Si nous les voyons comme des petites choses incapables, qui ont besoin de tout notre soutien pour devenir, eh bien c'est cela qu'ils vont devenir. Si nous les voyons pour ce qu'ils sont, des géants des potentiels, on n'a pas parlé des potentiels, les enfants peuvent tout devenir et peuvent tout apprendre. Les programmes génétiques le veulent ainsi. Les programmes génétiques qui ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde, donc ne sachant pas de quel potentiel nous équiper, ils nous équipent de tous les potentiels humains afin que dans ce surplus, il y ait en tout cas ceux dont nous avons besoin pour vivre et survivre dans notre environnement. Des bombes de potentiel. Un enfant peut tout devenir, un enfant peut tout apprendre. Si nous les voyons comme des géants des potentiels, capables de tout apprendre et capables de tout devenir, eh bien c'est ce qu'ils deviendront. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Et moi, j'ai envie de vous remercier à ce stade. De vous remercier pour toutes sortes de raisons, mais notamment pour une chose. Je suis sûr que vous, et puis vous toutes, vous tous, pendant le temps de cette rencontre, à cause des histoires que j'ai racontées, etc., vous êtes venus, vous avez traversé le miroir et vous êtes venus avec moi du côté de la confiance. Merci pour ça. Et j'espère juste que quelques-unes et quelques-uns parmi vous auront envie de rester un peu plus longtemps du côté de la confiance. Car chaque seconde que nous passons du côté de la confiance est une bénédiction pour l'enfance et une bénédiction pour l'humanité. Je vous remercie, André. Je sens que ce que vous avez offert, en fait, contient tellement de N'est-ce pas? matériel pour travailler avec, pour vivre avec, que je pense que peut-être pour aujourd'hui, peut-être c'est une bonne idée en fait qu'on reste avec les cadeaux que moi j'ai reçus et je suis sûre que les autres vont sentir de même. J'avais aussi d'autres questions, mais je pense qu'on a tellement réussi à couvrir, pas uniquement par les mots, mais par tout ce que l'attitude de confiance transmet. Déjà, moi-même, je perçois des réponses qui pourraient venir en fait à d'autres questions. Et je pense que c'est bien de rester avec ce qui est très riche dans notre conversation. Le
sentiment de confiance. Et je crois que c'est aussi le bon temps au-delà duquel l'attention diminue. On aura plein d'occasions de continuer. On peut faire des workshops, des webinars. Je viens en Roumanie fin novembre, je crois. Il y a mon livre qui sort. Il y aura plein d'occasions de répondre à des questions plus spécifiques. Mais là, c'était un mot de la fin possible après un temps qui est exactement idéal. N'est-ce pas, c'est pour un congrès ou pour un événement public, n'est-ce pas, où ça va être diffusé? Exactement, pour la conférence alternative dans l'éducation. Voilà. Donc 40 minutes, 50 minutes, c'est le maximum pour une... Mais merci parce que vous avez un talent. Je vais arrêter l'enregistrement de mon côté. D'accord. Voilà. Et alors,